Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Les gars, je sais qu'aujourd'hui, on va parler de baseball parce que, bon, il y a eu quand même du mouvement, de joueurs, tout ça. Mais ça me fait penser. Aujourd'hui, bon, un peu comme tous les jours depuis une dizaine de jours, j'ai les Olympiques qui jouent. Et puis là, j'entends dans mon oreille, pas très fort, là, on va aller rejoindre Alain Usereau. Je suis comme, ah! Eh bien, et puis là, on entend Alain Usereau qui dit « Alors, on est en 6e manche. » J'attends un peu. Je me lève la tête. Ah, mais c'est du curling. J'ai fait le saut un peu. Mais, tu sais quoi? C'est un signe. C'est un signe, ça s'en vient. Il y a des choses qui s'en viennent. La classique mondiale de baseball est dans 2-3 semaines. Là. Ah, c'est 2 semaines. Ça va être au programme aujourd'hui. Et bienvenue tout le monde à la Triple Menace, cette édition du 16 février 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une belle fin de semaine de Saint-Valentin avec les gens qui vous sont proches. Ici, ben, on a notre petit trouble de l'habitude, Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et moi-même, Emilio Constanza. Les gars, ce dimanche matin, bon, Félix, on t'écarte de la question, là, mais sans blague, avez-vous vu quand même la grande nouvelle ce matin du côté de Milan Cortina? Ça va où avec ça? Ben non, je m'en vais nulle part. L'or pour Michael Kingsbury. Enfin, Esprit, après 35 jours de compétition, on a enfin une médaille d'or pour l'amour du Saint-Ciel. Enfin. Ben, c'est drôle, hein, mais il avait mentionné, c'était à Antoine Déhaye de Radio-Canada qu'on salue. Il a mentionné comme quoi il a vu sur les médias sociaux qu'il y a une malédiction canadienne incapable d'aller chercher une médaille d'or. C'est fait. Tout ce que j'ai à dire, c'est encore une fois, c'est que le Québec en a gros à jouer sur les médailles canadiennes. Voilà, c'est fait. Mon message est passé. Ouais. Les gars, dans ce tournoi olympique, ou du moins ces compétitions olympiques, bien sûr, là, il y avait un événement que beaucoup de gens, incluant nous, très certainement attendaient, et c'était le tournoi de hockey masculin, puisque, bon, contexte, les joueurs de la Ligue nationale sont de retour et certainement l'un des joueurs qu'on voulait suivre de chez nous avec les Canadiens de Montréal, c'est Juraj Slafkovský avec la Slovaquie. Avant qu'on aille là-dedans, j'ai envie de vous lancer un petit peu là, la petite balle avec ça. On a quand même des bonnes puissances et le hockey a un peu ce luxe que peu de sports autour du monde ont, ou du moins des sports en équipe de cette envergure où il y a beaucoup de pays, il y a plusieurs puissances différentes. Tout le monde a, ou du moins plusieurs pays ont une chance égale là, d'aller chercher une médaille d'or. Mais on a quand même des déceptions. Félix, entre les Suédois et les Tchèques, sur qui ronges-tu? Sur qui t'envoies là? Maudit, t'étais supposé être bon, puis regarde ce que tu nous sors. Ah, man, les Tchèques, qu'est-ce qui se passe avec c'est quoi? Cette équipe-là a tellement de talent, puis tellement de talent, je dirais. Évidemment, c'est pas le Canada, c'est pas les États-Unis ou quoi que ce soit, là, mais tu sais, ça reste une équipe qui est menée par David Pasternak, Martin Necas, puis qui est quand même Lucas Dostal, puis qui était vue comme une équipe qui avait vraiment un chemin réaliste vers une médaille. Puis si quelqu'un a regardé les matchs préliminaires de la Tchéquie en se disant cette équipe-là va venir sur le podium, on va se parler, on va discuter parce que je comprends pas, j'ai besoin d'explications. Cette équipe-là, sur 3 matchs, n'a pas eu une performance qui m'a rassuré. Et je n'exagère pas, là, il n'y a pas eu une performance. En fait, c'est pas vrai. On a été un peu bon avant que le Canada décide de partir la machine dans le premier match. Puis depuis ce temps-là, ça fait juste... Et je comprends pas à quel point cette équipe-là est décevante depuis le début du tournoi. Puis il y a tout le temps cette équipe-là, justement, qui finit par décevoir, puis par, tu sais, que tu avais un peu des petites attentes, tu vois, ça peut causer une surprise et tout. Puis non seulement la Tchéquie n'a pas causé une surprise jusqu'à maintenant, mais la Tchéquie, selon moi, je pense que c'est l'équipe qui déçoit le plus.
je trouvais qu'on avait des beaux morceaux en place, puis il n'y a rien qui a l'air de coller, puis je comprends pas pourquoi. Vraiment, ça me dépasse, puis je suis un peu déçu parce que j'espérais quand même que cette équipe-là, je trouvais que c'était une belle petite équipe, puis on avait des éléments intéressants. Il n'y a absolument rien de chez rien qui fonctionne pour cette équipe-là, puis je comprends. Même perdre contre la Suisse ce matin, je sais pas, je trouve que c'est particulièrement décevant. Non, mais la Suisse, c'est aussi une de ces équipes, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer en compétition internationale. Mais bon, oui, tu dis quand même, puis même, on en jette aussi des amis que Lucas Dostal, le genre de gardien qui est capable de voler un match de n'importe où. Pop, je veux qu'on parle un petit peu de ton côté parce que, bon, s'il y avait une déclaration ou une prédiction, tu sais quoi, que je pense que tu vas être satisfait qu'elle ait mal vieilli, c'est bien celle comme quoi la Tchéquie pouvait l'emporter contre le Canada. Ben oui, parce que tu sais, il y avait un peu. En fait, je vais continuer sur le point de Félix, juste en posant une petite question. Est-ce que c'était juste nous, le Canada, qui est tellement PTSD depuis 3 ans de perdre la Tchéquie au Mondial Junior que on les a comme mis un peu sur un piédestal alors que tout le reste de la planète était comme non. The Czechs are who we thought they were. C'est peut-être juste une petite question comme ça. Mais en tout cas, je vais juste pour rage bait un peu certains membres de hockey tchèque. Ça serait pas se passer de même si Jacob Debèche avait gaulé dans les matchs. Moi, je fais juste dire ça. Si vous avez mis Jacob Debèche... Évidemment, je rigole, là, on fait juste lancer là-dessus, mais je pense que c'était juste ça. Peut-être on voyait un peu trop la Tchéquie, peut-être haut dans nos espoirs, parce qu'on voyait que c'était devenu un peu notre bête noire du côté canadien. Puis même moi, un peu, je regardais le début du tournoi, puis j'étais comme... Le Canada devait vraiment commencer son tournoi contre la Tchéquie, of all pays, là, juste pour dire que nous faire peur un peu. Finalement, ça a pris quoi? 5-10 minutes, là, le temps que les jambes se délient un peu puis qu'on s'étudie un peu sur la patinoire, puis le Canada a complètement dominé ce match-là. Et attends un peu. Je dirais pas de hasard, c'est sûr, la Tchéquie a eu quelques moments, mais un 5-0 quand même assez relativement facile pour lancer le tournoi canadien. Ben oui. Et attends un peu, ça avait commencé un peu plus tôt aussi parce qu'il y avait le but de McKinnon qui avait été refusé en raison d'une pénalité, une rare pénalité à Nick Suzuki, soit dit en passant. Mais les Tchèques, certainement qu'on voyait un peu comme le favori deuxième du groupe avec le Canada, la Suisse et bon, la France qui n'aura été que de passage. Félix Pop, ben, autant que bon, les Tchèques déçoivent. Les Suédois non plus, OK? Parce que, bon, les Suédois ont eu ce premier match contre les Italiens qui, bon, on voit la marque quand même 5-2. Ça a été dominant, mais il faut quand même se rappeler que les Italiens ont marqué en premier. Les Italiens menaient 2-2. Et puis là, en fait, dans le cas de l'Italie, je pense qu'un 2-2, tu as quasiment l'impression de mener. Aussi bien mené, mais c'était 3-2 pour une bonne partie du match jusqu'en troisième période où là, bon, après, les valves se sont ouvertes. Et après, bon, les Suédois qui vraiment l'échappent 4-1 contre les Finlandais. Et puis après ça, bon, une petite victoire de 5-3 contre les Slovaques, mais pas faut-il s'inquiéter pour cette équipe suédoise? Non, je pense pas qu'il faut. Je pense qu'on n'est pas encore rendu au discours tchèque que Félix disait tantôt. Je pense que la Suède présente des petits signes ici et là de dire. Je pense pas qu'on dire que la Suède est une déception. Je pense que c'est un peu trop fort. Je pense qu'on peut juste dire qu'on s'attendait peut-être à plus. On est plus resté sur notre fin que dire que c'est une déception du côté suédois. Mais la défaite de 4-1 contre la Finlande, qui est ton rival naturel depuis toujours. Là, et d'ailleurs, la Finlande toujours aussi avec l'étiquette du petit frère. Écoute, évidemment, tout le monde met la Suède avant la Finlande dans ce débat-là. Canada, États-Unis, Suède, Finlande, c'est à peu près la même chose au niveau rivalité. Là. Puis, tu arrives là, tu es aux Olympiques, tu te ramasses contre ton grand rival de toujours et, tu sais, veux pas, à ce stade-ci de la compétition, surtout quand tu prends le différentiel des buts en compte pour le premier bris d'égalité, chaque but est important. La marque finale, au-delà de la victoire, est importante. Tu as besoin d'aller chercher des statement wins quasiment à toutes les fois si tu es une puissance pour mieux te positionner au classement. C'est là qu'un 5-2 contre l'Italie, oui, c'est une victoire, mais tu es comme...
sais, c'est pas optimal comme victoire. Là. Tu sais, un plus 3 différentiel contre les Italiens, tu te dis, ça va faire mal au bout de la run. Et là, tu échappes un match 4-1. Là. Tu sais, c'est pas comme si tu avais un temps en prolongation et tu avais perdu. Là. Tu sais, un 4-1 franc contre ton plus grand rival. Et ça a mené à ce qu'on a vu, si je me trompe, samedi, si je me trompe pas, là, je me mets dans les dates, là, les Olympiques, là, je suis complètement mêlé à cause de ça. Ce qui mène à une défaite de 5-2, une défaite de 5-3 de la Slovaquie contre la Suède, mais une défaite qui avait de l'air de célébration de la Coupe Stanley parce qu'on avait réussi du camp slovaque à 30 secondes-ish de la fin de quand même garder ce différentiel de points-là positif pour la Slovaquie et d'avoir le tie-break pour l'égalité. Ouais. Fait que tu te dis du côté suédois, c'est pas inquiétant, mais tu te dis, il y a des occasions en or qu'on a gaspillées durant. C'est une blague, ça? De quoi, ça? Des occasions en or? Oh mon Dieu, c'était même pas voulu. L'autre joke, c'était pas voulu. L'autre joke, c'était pas voulu. Non, mais. Vas-y, finis pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a laissé des points et des buts au tableau. Puis, surtout quand, dans le contexte que Lucas Raymond, qui pogne une pénalité stupide et inutile en fin de partie, ouvre la porte au but en avantage numérique de Dalibor Dvorsky. Et ce qui fait en sorte que, dans le groupe peut-être le plus équilibré, ben, la Suède n'a même pas réussi à finir premier de son groupe. Écoute, juste pour la Suède, parce que tu parles qu'il n'y a pas d'inquiétude. Ça, sérieusement, je pense que je pourrais pas être plus en désaccord pour le simple fait que la façon que ça s'enligne, OK? La Suède va terminer au 7e rang, va avoir la 7e tête de série pour terminer. On ne sait pas trop encore qui vont affronter en match de barrage. Il reste encore quelques matchs à déterminer d'ici la fin de la journée. Mais à moins d'une surprise, on devrait gagner ce match-là et ça va nous mener sur directement en quart de finale contre les États-Unis en assumant qu'ils ne gagnent pas par 10 le match contre les Allemands qui leur reste à disputer. Ça les mène directement à un match contre les États-Unis en quart de finale. C'est épouvantable. Tu vois des occasions en or qu'on a laissé passer, là. C'est épouvantable que la Suède, dans un groupe où est-ce qu'on avait... Oui, la Finlande était forte, mais la Finlande était forte, mais logiquement, n'importe qui s'adresse que la Suède gagne ce groupe-là, que la Finlande soit deuxième, que la Slovaquie soit troisième. Et là, on se trouve dans un monde où est-ce que la Slovaquie gagne ce groupe-là, la Finlande est deuxième. C'est épouvantable pour la Suède. Je comprends que la Slovaquie est quand même un fort troisième, là, mais c'est épouvantable pour la Suède de perdre ces matchs-là au point de se ramasser 7e et d'avoir affronté les États-Unis pas en demi-finale, en quart de finale. Si la Suède ne ramasse pas de médaille, posez-vous pas de questions. C'est cette défaite-là contre la Finlande a littéralement tout changé. Puis la façon dont on l'a perdu, on parle du but de Dalibor Dvorsky qui a changé la donne. Là. Si la Suède au moins perd un 2-1 contre la Finlande au lieu de 4-1, ben ce but-là ne change absolument rien, puis on réussit quand même à finir devant la Slovaquie. Mais là, vu qu'on a perdu ce match-là de manière aussi convaincante, puis qu'on n'a pas été capable d'empêcher la Slovaquie de marquer ce troisième but-là, mais on se retrouve à jouer contre probablement les États-Unis en quart de finale. C'est épouvantable, et ça, pour moi, c'est aussi extrêmement décevant. Puis il y a encore un monde dans lequel on bat les États-Unis. Les États-Unis ont pas l'air particulièrement dominants depuis le début du tournoi. On a eu de la misère contre le Danemark. Mais ça reste quand même que c'est épouvantable que la Suède se retrouve seulement dans une position en premier lieu où est-ce qu'il faut qu'on affronte fort probablement les États-Unis en demi-finale. Encore de finale. Est-ce que c'est le moment où je dois faire mon petit édito politico-social sportif pour dire que la Russie aurait dû être à ce tournoi-là olympique et ça aurait encore compliqué plus les choses? Mais bon, ça, je vous... Pop, nomme-moi 3 joueurs de centre russe qui auraient fait des games. Pas 4, j'en veux juste 3. Ouais, ça aurait été tough, hein? Voilà. Yeah. T'as Malkin et... Voilà. C'est ça. C'est quoi, moi, je reste encore très, très, très fermement appuyé sur le fait que les Russes n'auraient pas changé grand-chose dans ce tournoi-là. Faut que je le dise encore. Okay. Leur dernière sortie avec... Ce sont des marchands de non-joueurs LNH en tournoi olympique. Encore une fois, on va rappeler ça. Mais on parle des Suédois, mais surtout là, cette défaite à l'allure de victoire de la Coupe Stanley pour les Slovaques qui sont menés par un joueur qu'on a mentionné en ce début de bloc, mais Juraj Slafkovský qui, même lui, il a été très honnête quand peu de temps avant que le tournoi commence où
où, bon, il dit, bah, écoutez, ce tournoi olympique, quand il avait 17 ans, il n'y avait pas de joueur de la LNH, on va voir. Mais tu sais, c'était 7 buts en 7 matchs en 2022, et avec une belle médaille de bronze d'ailleurs. Mais à ces Olympiques, les gars, c'est 6 points, 3 buts, 3 passes. Il est de retour. Et si ce n'était pas d'un joueur aux couleurs canadiennes qu'on va mentionner dans pas long, Slafkovský est encore dans la course pour le joueur du tournoi. C'est ça ce qui est merveilleux, Mio, puis tu sais qu'on est back, puis tu sais que ça va bien au Québec. Quand quelqu'un dit en plein direct à la radio qu'il prend Juraj Slafkovský avant Connor McDavid pour un tournoi olympique. Ça, pour moi, là, ça a été le... Il y a vraiment je vais y aller, ça tombe bien là-dessus, ok? Je te coupe là, je vais y aller, ok? Parce que, tu vois, hier, pour ceux qui me connaissent, ok, j'ai écrit un texte en fin de semaine pour DLC et dans lequel je parlais comme quoi Slav, après son troisième match, a été questionné quant au fait qu'il était à égalité avec Connor McDavid en tant que meilleur pointeur du tournoi. McDavid avait joué un match de moins. On y reviendra d'ailleurs dans pas long. Et Slav a roulé les yeux en disant il mérite d'être là, puis je suis un peu chanceux d'avoir autant de points que lui. Puis, écoute, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui que Slav est un aussi bon joueur que McDavid. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Okay? Mais ce que je vais dire, par exemple, c'est que quand tu regardes certaines stats avancées, surtout en termes de création de chances de marquer, Slav, depuis le début du tournoi, n'a absolument rien à envier à Connor McDavid. C'est deux gars qui ont des statistiques avancées extrêmement similaires. Et il faut aussi ajouter le fait que Slav, contrairement à McDavid, j'enlèverai à McDavid encore une fois, là, ça reste qu'il réussit à s'élever au-dessus du groupe-là, mais McDavid joue avec une gang de All-Stars. Ses compagnons de trio, récemment, Nathan MacKinnon et Macklin Celebrini. Slav, Tomáš Tatar. Tu sais, comprends bien, il y a un petit monde quand même entre les deux, en tout respect pour Tomáš Tatar. Là. Mais, tu sais, encore une fois, j'insiste, je ne suis pas en train de dire que Slav est du calibre de Connor McDavid. Ce que je dis, par exemple, c'est que ce que Slav fait dans ce tournoi-là, c'est extrêmement impressionnant. Et quand tu regardes le top 5 des pointeurs avant le match des États-Unis, ça pourrait changer. Mais quand tu regardes le top 5 des pointeurs en ce moment, les 5 gars que tu retrouves, OK? Dans l'ordre ou dans le désordre, là, Connor McDavid, premier choix total canadien. Nathan MacKinnon, premier choix total canadien. Macklin Celebrini, premier choix total canadien. Sidney Crosby, premier choix total canadien. Juraj Slafkovský, premier choix total slovaque. C'est fou. Ce gars-là est dans une conversation avec 4 des plus grands joueurs qu'on a vus depuis 20 ans. Il a autant de points que ces gars-là. Pas autant, mais il est dans le top 5 des pointeurs du tournoi, à peu près au même niveau que ces gars-là. C'est incroyable ce que Slav fait depuis le début de ce tournoi-là. Puis, tu sais, je reviens souvent au fait que Slav est un peu comme ceux qui ne le savent pas, le Slav est vraiment une rockstar en Slovaquie. Le Slav en Slovaquie, c'est Céline Dion ici. C'est la même chose. Tu ne peux pas sortir à quelque part sans voir une photo de Slav. C'est Otani au Japon, c'est la même chose aussi. Là. Ce sont des phénomènes de société. Slav a de la pression, vous ne pouvez même pas vous imaginer. La pression de Montréal, pour lui, là, c'est de la petite bière comparée à la Slovaquie. Et dans son pays, au niveau de la fédération slovaque et tout, il est un peu vu comme un paria de manière générale parce qu'on le voit comme un gars qui a tendance à snobber ces événements-là. Disons la Coupe du Monde, par exemple, qui est extrêmement importante en Europe. Souvent, il n'y va pas parce qu'il revient de sa saison et tout. Puis, aussi, très souvent, dans les médias, ils ne se gênent pas pour ramasser la fédération slovaque en disant que c'est rempli de népotisme, c'est rempli de plein d'affaires un peu tout croche. Et pour ceux qui ne savent pas l'histoire de Slav, lui et plusieurs autres très beaux talents slovaques se sont partis une équipe complètement écarté du programme de développement slovaque parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de bon sens, qu'on ne laissait pas les jeunes se développer, c'était juste les fils de coach qui jouaient là. Donc, les parents de ces joueurs-là ont créé comme une équipe d'élite qui est allée jouer plein de tournois, incluant le tournoi Pee-Wee de Québec. Et c'est comme ça que ces gars-là ont réussi à se développer. Et clairement, ça a marché parce que tu regardes la fameuse QV de 2022 avec Slav, puis 2023-2024. Sur les 12 joueurs qui ont fait partie de cette formation élite-là, il y en a 8 qui ont été repêchés dans la LNH et un autre qui a été signé en tant que joueur non repêché. Fait que, puis le reste, je pense qu'il y a peut-être un autre joueur qui est passé par la Fédération slovaque dans cette période de temps-là qui a été repêché, c'est tout. Fait que, tu sais, ce gars-là, sa réputation en Slovaquie est vraiment, vraiment particulière, mais ça reste que quand il joue sur la scène internationale, c'est un gars
qui atteint un autre niveau. Puis le match contre la Finlande, moi, c'est surtout celui-là que j'ai retenu. Est-ce que quelqu'un trouvait que Slav avait quelque chose de moins que Mikko Rantanen sur la glace? Parce que moi, j'ai vu les deux, là, j'ai vu les deux s'affronter. Là. Sans dire que Slav était meilleur, je n'ai pas vu Rantanen influencer le match comme Slav a influencé ce match. Puis que dire du premier but d'ailleurs de Slavkovski, d'aller soutirer la rondelle, la manière qu'il a déjoué la défensive, le gardien, et après ça, son deuxième but avec le tir de précision. Il manquait juste le troisième, mais bon, faute d'équipement l'oblige. Oh, ben Slav, lui, a décidé, moi, je suis un athlète multidisciplinaire, fuck it, moi, je peux faire tout ce que je veux sur la plateforme, moi, je peux tout faire. D'aller kicker la rondelle, puis that's it. Non, mais effectivement, Slavkovski qui effectivement vend du rêve aussi, certainement chez les partisans des Canadiens. J'ai adoré d'ailleurs Pierre-Ruth qui commence le match à la description, qui c'est juste un petit lapsus, dit Canadien aussi pour l'équipe Canada, qui disait Canadien, c'était contre les Tchèques. C'était bon de ce côté-là. Les gars, on passe justement à cette fameuse équipe du Canada. Avez-vous entendu parler de cette équipe-là? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense que ça fait 12 ans qu'on attendait ce moment-là que de revoir certains joueurs. Puis ce qui est assourdissant, puis vous l'avez entendu 15 000 fois, puis vous continuez de l'entendre 15 000 fois, mais c'est que c'est une première expérience olympique pour des gars comme Connor McDavid et Nathan MacKinnon qui MacKinnon pouvait y être, mais il n'était pas sur l'équipe 2014. McDavid, lui, il avait 16 ans, donc je ne pense pas que ça l'aurait fait, mais certainement cette équipe-là qui impressionne. Peu importe les trios qu'on voit, ça fait certainement jaser. On a d'ailleurs petite question qu'on a adressée au public. Pop, ça tente-tu de jouer un petit peu le Q? Ah ouais donc? On fait ça tout de suite? Ah, vas-y donc, envoie-nous ça. Ah, voyons donc que c'est ça, c'est le perron d'église. Ben oui. Hey, on a un petit perron d'église à saveur olympique canadienne qu'on vous a envoyé sur les réseaux sociaux. Et bon, la question qu'on avait pour vous, pour ce perron d'église, c'était la suivante. On vous demandait en fait vos aspirations pour l'équipe canadienne. On vous demandait, quelles sont vos attentes? Je pense qu'on s'entend qu'on a à peu près toutes les mêmes attentes pour cette équipe-là. Et sur Facebook, Charles Harvey qui nous dit Connor McDavid, tout en majuscule avec un point d'exclamation, The Golden Goal for Canada. Donc, lui, c'est vraiment... Là, 2010 Vancouver, là, on va revivre ça la semaine prochaine. Quand même un copier-coller d'il y a à peine un an aussi, là. Ah, c'est un fait. Ouais. C'est un fait, mais quand même, oui, mais les 4 nations, il n'y avait pas de médaille d'or. C'était juste le gagnant du tournoi. Mais là, la médaille d'or. Donc, Charles Harvey s'attend à un match fort en couleur pour une équipe canadienne qui sera menée à la victoire par Connor McDavid en prolongation. Et ensuite, sur Facebook, toujours, Yoann Labbé qui a dit gold ou rien, une grosse machine qui va encore s'améliorer d'ici la grande finale et certainement avec ce qu'on a vu chez les gardiens de but aussi. Je pense que présentement, ça va bien. Est-ce la défensive, où on parle même de l'œuf et la poule, que l'un mène au bon succès de l'autre. Et on a aussi d'ailleurs notre collègue, ami Manuel Villeneuve, qu'on salue, qui lui me dit aussi que il y a une hot take aussi se l'est encore aujourd'hui, là, avec le troisième match qui est passé. Mais comme quoi, on a le trio qui est composé des 3 meilleurs joueurs au monde. Les gars, déroulons le tapis rouge. Qui sont les 3 meilleurs joueurs au monde? C'est moi sur NHL 14, probablement Ben Bishop sur HUT dans NHL 15, puis probablement Adam Banks dans les Mighty Ducks 1. All right. Maintenant que ta joke est passée, Félix, on est avec toi si tu pour avoir une réponse sérieuse. Hey, mais on parlait tantôt des top 5 pointeurs du tournoi. Là, ça tombe bien, on va retourner dans cette gang-là. Connor McDavid, premier choix au total. Nathan MacKinnon, premier choix au total. Macklin Celebrity,
premier choix total. Au début du tournoi, McKinnon était sur au centre du deuxième trio avec Nick Suzuki Allen. On va revenir sur Suzuki dans quelques minutes d'ailleurs. Mais on revient un peu sur McKinnon était sur son trio. Celebrini était à l'aile de Connor McDavid, lui, sur le premier trio. Et John Cooper, dans le deuxième match, celui contre la Suisse, a décidé, en fin de première période à peu près, a fait « Attends un petit peu. C'est vrai, je peux juste mettre les trois ensemble puis juste arrêter de faire quoi que ce soit parce qu'ils vont s'occuper du reste. » Et comme de fait, ça a pris 0.7 secondes avant que ces trois gars-là se mettent à faire de la magie sur la glace ensemble. C'est extrêmement impressionnant de voir ces trois gars-là ensemble. Tu sais, McDavid, Celebrini, la connexion était bien depuis le début du tournoi. Puis d'ajouter McKinnon, sérieusement, c'est pas juste pour le reste de la ligue. C'est vraiment, vraiment incroyable. Puis je reviens au take de Manu. Écoute, sur le coup, quand il m'a parlé de tout ça, McDavid et McKinnon sont les deux premiers. Je pense que ça, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Moi, celui que j'avais encore un petit doute, c'est Celebrini. Parce qu'il y a quand même Nikita Kucherov qui est là, qui est tellement un joueur talentueux. Puis, ça reste un sacré joueur de hockey, Nikita Kucherov. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Puis si j'ai à gagner un match aujourd'hui, je pense encore que je prends Kucherov sur ce trio. Par contre, plus j'y repense depuis qu'on a parlé de ça, c'était vendredi soir, fait que ça fait vrai 48 heures de ça, que ça marine dans mon cerveau, puis j'y réfléchis. Puis le match aujourd'hui, je veux bien que c'était contre la France, ok? C'est beau, c'est la France, là, ça aurait été insultant qu'ils les ramassent pas, là, mais j'y repense, puis Celebrini est vraiment pas loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que Celebrini, dans la LNH, je reviens aux Olympiques, là, mais dans la LNH, là, Celebrini est à 83 points, je crois, en ce moment. Et le deuxième qui a le plus de points chez les Sharks, qui, on le rappelle, sont une équipe qui cogne à la porte des séries avec John Klingberg comme défenseur numéro 1. Le deuxième meilleur pointeur de cette équipe-là en a 39. Tu sais, ce gars-là fait tellement... Il est en train d'amener une équipe de bras cassés avec... Bon, Will Smith est quand même bon, là, mais il amène une équipe de presque bras cassés en série, honnêtement, presque à lui seul. Tu sais, on a longtemps parlé à Montréal comme quoi Suzuki a porté ce club-là sur ses épaules et les amenait en série à lui seul l'an passé. Mais Suzuki avait Caulfield, Suzuki avait Slav, Suzuki avait Lennon, Suzuki avait Matheson. Il y avait quand même du monde avec lui. Celebrini a Will Smith qui rêve avec lui. Fait que c'est extrêmement impressionnant ce qu'il fait. Je pense que des fois, il faut remettre ça en perspective. Puis de voir sa performance dans ce tournoi-là. Les gars, ce gars-là a 19 ans. Il est à 2 ans pour s'acheter une bière aux États-Unis. Il joue avec Connor McDavid, Nathan McKinnon, et il n'a pas l'air fou. Encore mieux que ça, non seulement il n'a pas l'air fou, c'est clairement celui qui est le plus désigné pour faire sortir le meilleur de ces deux gars-là. C'est tellement impressionnant. Puis, tu sais, encore une fois, je pense que je reste sur l'avis que Kucherov est encore légèrement un meilleur joueur pour compléter ce trio-là, dans le sens où, oui, Celebrini est plus responsable défensivement, il est un centre et tout, mais bon, McDavid, McKinnon, ça sait jouer au centre, ça sait jouer défensivement. Tu mets Kucherov avec eux autres, les gars marquent littéralement à chaque présence, ça n'a aucun sens comment ça s'arrête pas. Mais Celebrini, sincèrement, est en train de s'établir assez clairement. À 19 ans aux Olympiques, il est dominant à ce point-là. Il est en train de s'établir comme assurément l'un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue, incluant les défenseurs, là, un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. Et de plus en plus, il pousse pour une place dans le top 3. Je pense que dans un an, là, on pourrait avoir on pourrait se dire comment on a pu possiblement hésiter. Ce gars-là est définitivement dans le top 3. Et peut-être, moi, la question que je me suis bien posée, peut-être que dans 4 ans, là, quand on va regarder l'équipe Canada aux Jeux Olympiques, là, le gros nom, ce ne sera pas McKinnon, ce ne sera pas McDavid, ça va être Macklin Celebrini. Dans 4 ans, ça pourrait réellement être ça. Je vais encore faire quand même l'apôtre de Nikita Kucherov dans ce débat-là. Ouais. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le meilleur joueur de la Ligue à la pause olympique, ce n'est pas Connor McDavid, ce n'est pas Macklin Celebrini, c'est Nikita Kucherov. Et moi, ce qui m'impressionne, deux choses c'est moi ce qui m'impressionne, 2 arguments pour Nikita Kucherov. Premièrement, c'est un ailier. T'sais, on dira ce qu'on voudra, un centre a beaucoup plus d'impact sur un match qu'un ailier. Je ne sais pas si vous avez vu le Lightning jouer dans les dernières semaines. Club qui est possiblement, arguably, le meilleur club de la Ligue nationale. Et oui, même devant Colorado. Cette équipe-là est carried par un ailier. Imagine ce qui pourrait avoir l'impact que Nikita Kucherov pourrait avoir si c'était un joueur de centre. Ce gars-là est un ailier.
Et encore plus pour Nikita Kucherov, ce gars-là a déjà 32 ans. Tu sais, c'est pas un petit jeune fringant de 21-22 ans qui fait sa place dans la ligue. Ce gars-là est déjà à la deuxième moitié de sa carrière et depuis la mi-novembre, run sur un pace de 2 points par match depuis la mi-novembre avec le Lightning de Tampa Bay. 77 points en 37 matchs. J'ai tellement hâte. Dans 7-8 ans, mettons, là, on va se reparler là, d'ici, mettons, 2035, mettons. Là. Quand Nikita Kucherov va être à la retraite, les discussions de sa place dans le ranking des plus grands joueurs de tous les temps. Cette discussion-là va être malaisante. Il y a du monde qui n'aimeront pas ça. Mais Nikita Kucherov est peut-être, si on devait faire un Mount Rushmore des ailiers depuis de notre vivant, mettons, là, depuis l'instauration du cap salarial, Alexander Ovechkin est 1, avec aucun doute. Tu peux me sortir un argument que Nikita Kucherov va être 2e devant un cheveu devant Patrick Kane. Oh non, il est bien en avant de Patrick Kane. Bien en avant. Pour l'instant. Patrick Kane, il ne montrera pas. Patrick Kane, il ne montrera pas. C'est ça. C'est ça le problème, c'est que depuis bon, on va se faire honnête, là, on va dire 2018, Patrick Kane, ça va un peu en descendant. Kucherov, c'est drôle, lui, c'est à l'inverse. Bon, oui, vous me direz, ils ont quelques années de différence, les deux. Ils ont quand même, je pense, c'est 5 ans de différence ou 4 ans de différence de repêchage. Il y a 5 ans de différence, là, vraiment. Oui, c'est ça, mais Kucherov, c'est drôle, mais depuis qu'il a 30 ans, ce gars-là, on dirait qu'il ne fait que s'améliorer, mais en même temps, je pense que c'est un produit aussi de la Ligue nationale qu'on a où il y a plus de points qui se marquent, il y a plus de points qui se marquent. Patrick Kane, pour du hockey, on va dire de 2007 à 2018, c'est, je veux dire, un gars qui met 100 points en 2016, il n'avait pas à troller comme aujourd'hui. Tu sais. Il y a des ajustements pour les époques, ça c'est clair là-dessus. Oui, bref. Écoute, là n'est pas le débat. Moi, je fais juste dire que je comprends que McLean Celebrini d'ici 2 ans, gros maximum, 2 ans, c'est dans le top 3 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mais je donne encore cette place-là à Nikita Kucherov. Encore pour l'instant. C'est pas faux. Il y a encore là, des gens là, qui blâment sur les réseaux sociaux de pourquoi ce gars-là n'a pas gagné le Calder. Lenotun a juste été meilleur. D'ailleurs, c'est pas le seul joueur des Canadiens qui a fait couler de l'encre durant ce tournoi olympique, mais le capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, a fait certainement jaser, pas pour les raisons les plus excellentes chez les partisans de hockey en ligne. Déjà, bon, avant le tournoi, on n'était pas trop sûr où est-ce que Nick Suzuki allait jouer. Je sais pas si c'est Alexandre Gascon qui disait ça un petit peu à joke parce que John Cooper, qui est l'entraîneur de l'équipe canadienne, qui a mentionné comme quoi, hey, moi, je vois toute la même gang des journalistes qu'à Montréal. Puis, bien sûr, le seul joueur qui n'était pas encore 100% sûr de ce qu'il allait faire avec, en raison d'une certaine versatilité, là, mais qui ne savait pas où trop placer Nick Suzuki. Mais bon, le fait qu'il n'explose pas offensivement, qu'il a, bon, en quelque sorte, coûté un but à McKinnon, Félix, il s'attire les mauvaises ardeurs des partisans canadiens en ligne. Écoute, je sais qu'on a parlé de la versatilité de John Cooper puis l'équipe canadienne en a beaucoup parlé aussi, mais je pense qu'on voit quand même que la versatilité de la polyvalence de Nick Suzuki a ses limites. Ce gars-là, à l'aile, n'est clairement pas le même joueur qu'au centre. Puis, tu sais, on dit que c'est tout à fait facile pour un centre de jouer à l'aile, c'est pas facile pour un allié de jouer au centre. C'est pas si facile que ça pour un centre de jouer à l'aile, surtout quand tu joues au centre depuis des années, puis t'as pas joué à l'aile depuis des années. Ça change le positionnement. Tu sais, t'es habitué d'être au centre de Cole Caulfield, là, tu te ramasses à l'aile de Nathan McKinnon, puis c'est sérieux, ça change quand même. C'est pas du tout le même style de jeu, puis oui, offensivement, c'est pas un grand tournoi pour Nick Suzuki. Il a marqué quand même un but dans le premier match, mais depuis ce temps-là, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas difficile parce que ça reste qu'il est pas épouvantable. Il joue pas mal, c'est juste que tu le remarques pas. C'est ça, mais puis au moins, il y a quand même un impact défensif. Ça reste le grand favori pour le Selkie, puis ça reste un gars qui joue bien défensivement en ce moment. Mais tu sais, quand tu es sur cette équipe-là ou sur le top 6 offensif,
On parlait de ce fameux trio de la mort-là avec Celebrity, McKinnon et McDavid. Là, t'arrives sur le deuxième trio, puis c'est sûr que Suzuki, après ça, ben c'est presque un peu fade. Là, c'est moins excitant que le premier trio. Fait que je pense que tout le monde souffre un peu du fait que ce premier trio-là est tellement bon que tout le reste a l'air un peu plus ordinaire. Mais non, c'est pas un excellent tournoi pour Suzuki jusqu'à maintenant. C'est pas la fin du monde, comme je dis, c'est un gars qui a un impact. Là, il y a Brad Marchand qui va revenir à l'alignement pour le prochain match. Puis, là, il y a un gars qu'il faut qu'il saute. Je serais très surpris que ce soit Suzuki qui saute son tour. Je pense pas qu'on est rendu à ce point-là, mais ça reste quand même un gars qui, contrairement à, disons, Seth Jarvis, par exemple, qui lui est extrêmement rapide, Bo Horvat, qui est un gars de confiance sur les mises au jeu, en ce moment, Suzuki n'a pas vraiment trouvé le moyen de se rendre indispensable. Puis, c'est un peu ça, on parlait de la polyvalence. L'expression en anglais, le Jack of all trades, master of none, il est capable de faire un peu de tout, mais en ce moment, il n'est pas vraiment excellent dans quoi que ce soit, j'ai l'impression. Puis, j'ai l'impression que c'est ce qui lui coûte cher en ce moment. Oui, c'est un bon gars défensif, puis on commence à le voir en désavantage numérique. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il est un peu pris dans ce rôle-là. On essaie de l'utiliser un peu à toutes les sauces, puis il n'y a pas grand-chose qui... On dirait qu'il c'est comme plus... Il n'y a plus de repères, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, ça y joue dans la tête plus que ce qu'on pense. Et dernière chose que je veux dire là-dessus, Suzuki, on le voit à Montréal depuis des années, c'est un des meilleurs joueurs de ligue en avantage numérique. Depuis le début de l'an dernier, il n'y a que Connor McDavid et Leon Draisaitl qui ont plus de points en avantage numérique que Nick Suzuki. Et on ne l'utilise sur aucune des deux vagues avec le Canada. Je comprends bien que tu ne le mettras pas sur la première vague, même si bon, j'ai un petit peu de misère avec Sam Reinhart sur la première vague, là, ça ne m'excite pas exactement, mais bref. En tout respect pour Mark Stone, là, qui est un gars extrêmement important, qui joue des bonnes minutes dans les avantages numériques, je pense qu'en tant que société, on est passé par-dessus le besoin d'avoir Mark Stone sur une vague d'avantages numériques avec le Canada. Je pense qu'il y a une place pour Suzuki sur cette unité-là. Mais peut-être que ça l'aiderait à prendre un peu confiance, mais là, j'ai l'impression qu'on lui demande de faire trop de choses en même temps, puis il arrive comme pas à comprendre. Une présence, ouais, joue à l'aile de McKinnon, va marquer des points, la présence d'après, ok, va tuer le pénalité. Puis là, je pense que c'est comme beaucoup, puis il arrive comme pas à trouver comment s'enligner. Pour connaître du succès dans ce tournoi. C'est un peu le downside de ces Olympiques-là. C'est tellement un tournoi qui est rapide. Tu n'as pas beaucoup de matchs. Tu as tellement de compétition à l'interne parce que, oui, Nick Suzuki est le Jack of all trades à Montréal. Il thrive. Ça, c'est clair et précis. Mais tu sais, quand tu as un joueur devant toi qui, mettons, Sidney Crosby, mettons, que lui est probablement l'exemple premium de savoir tout faire sur la patinoire, même jouer en désavantage numérique, ben c'est là que tu te dis que peut-être les projecteurs, ça va être plus difficile à les avoir sur toi. Puis, on savait depuis le début des Olympiques, on l'avait dit, Nick Suzuki, ça va être un genre de gars, ça va être l'équivalent de O-line sur une équipe qui va au Super Bowl. Le moins que tu en parles, le mieux que c'est. Tu sais, je pense pas que Nick Suzuki a eu l'air fou sur certains jeux, mais je pense que juste le fait qu'on, qu'il est invisible, qu'on le remarque pas trop sur la patinoire, c'est peut-être pas tant une mauvaise nouvelle tant que ça, mais c'est clair qu'en ce moment, tu vois un gars comme Seth Jarvis qu'on l'a inséré dans le deuxième match du tournoi olympique, puis il a trouvé un moyen de se servir de cette vitesse-là pour se démarquer puis de jouer un excellent match, je souhaite 100% pour un gars qui rentre comme 13e attaquant. Quand même, Seth Jarvis, il faut quand même donner son chapeau là-dessus. Mais écoute, si Nick Suzuki peut sauter un match, moi, ça fait mon affaire, là. Tu sais, on se rappellera, il va y avoir 25 matchs en genre 48 jours au retour de la pause olympique pour les équipes de la Ligue nationale. Là. Tu sais, c'est à peu près un match aux 2 jours. Là. Alors, Oliver Kapanen qui joue pas une sacrament de minutes avec la Finlande ou presque. Et Nick Suzuki qui joue sur une 4e ligne des avantages numériques. On pourrait peut-être sauter un match là-dessus. C'est vrai que c'est poche en ce moment, mais ça pourrait peut-être payer d'ici la fin de la saison. Fait que stressons pas avec ça. Pour le Canadien. Mais bien sûr. Pour les Canadiens de Montréal et non pas les Canadiens du Canada. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu Montréal dans les derniers jours avant les Olympiques, mais on take over partout où on passe dans les arénas. Là. Fait que Montréal is Canada's team. Fuck it.
Tu pensais au fait qu'il y a eu un olé aussi après dans le premier, quand Nick Suzuki a marqué aux Olympiques. Je me doute que c'était pas juste des fans du Canadien qui étaient là, mais que le olé parte juste après le but de Suzuki, il y avait quand même un beau petit moment là-dessus. Des fans de Montréal. Et je pense que c'était la Suisse aussi. Il y avait un chant que tu entends au soccer, mais qu'on entend aussi à Montréal, c'est allez, allez, allez. Mais tu sais, avec le CF, on entend toujours Montréal, Montréal, allez. Mais tu sais, c'est pas exclusif au CF Montréal, là. On sait très bien. Non, mais non. C'est juste fantastique. Donc, ouais, ben, la suite des choses avec ce tournoi olympique, les gars, j'ai tellement hâte de voir ce qui lancera. On va définitivement continuer de suivre ça toute la semaine. En attendant, en fin de semaine, on avait... d'ailleurs aussi, il y avait du hockey de la LHGMQ à la télévision, ce qui est super le fun parce que, bon, ils ont leur propre service là, pour la diffusion, mais sur TVA Sport, qui plus souvent que d'autres à l'animation ou à la description, notre cher ami et collègue Alexis Goulet qui assure la description, on le salue d'ailleurs, il a eu le grand plaisir de regarder les Foreurs se faire démonter par la bande de Blainville-Boisbriand. Tout ce que j'ai à dire. OK, boys. Côté NBA, on avait le match des étoiles. Bon, du moins, la fin de semaine des étoiles. Là, c'est le petit tournoi qui arrive dimanche. Mais ce qui fait certainement jaser encore une fois, comme à chaque année depuis environ 5 ans, même malgré qu'on a laissé un peu la conversation de côté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est parce que bon, on avait un peu notre sauveur du concours de dunk en Mac McClung, mais bon, cette année, il n'y serait pas. Et encore une fois, bon, on a dû scraper, de chercher un peu pour avoir du monde. Et peut-on le dire définitivement? Définitivement, là, c'est la fois définitive. Là, on enregistre ça 15 février 2026. C'est terminé le concours de dunk. Il y a plus... Quand tu... On va dire ça de même. Quand tu as exploré toute la limite de ce que tu peux faire d'impressionnant dans un concours de dunk, tout ce qui a été fait a été fait. Tout ce qui va être fait a été fait, pardon. Puis, on peut comparer autant qu'on veut avec les concours de basket amateur, de concours de dunk, qui sont très impressionnants. Ça, je vais le donner par contre. Là, ces gens-là sont très impressionnants, mais l'affaire, c'est que dans la NBA, c'est rendu autre chose et on ne peut pas attribuer vraiment aux entraîneurs-chefs, mais souvent, pas trop le temps d'y aller dans les prouesses et des affaires dans le genre, mais je prends position là-dessus où il faudrait enterrer cette affaire-là. Il n'y a plus rien qui peut sauver ça. Aaron Gordon est revenu, puis... On a encore la même discussion. C'est la même discussion qu'on a. Je pense que c'est la troisième. Ça fait 3 ans que ce podcast-là. Je pense qu'on a eu la même discussion les 3 ans du fait que le concours de dunk est mort, l'All-Star Game, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis tout ça, puis il y a juste rien à faire. OK, avant de renvoyer la balle à Félix, j'étais juste à dire, des dunks qu'on a vus, tu as Jackson Hayes qui dit « je vais faire de la ligne de lancer franc ». Il prend une bonne enjambée, passer la ligne franc, puis c'est un dunk de routine. Un autre qui passe, j'oublie c'était qui, mais qui se fait stuffer, là, qui tente d'aller dunker, qui mange le côté, le ballon mange le côté du panier, il tombe à terre. On dirait vraiment qu'il s'est blessé, il s'est cogné presque à la tête. Mais tu sais savoir pourquoi les gars le font pas, c'est exactement ça. Le gars, il s'est presque commotionné en faisant un dunk. Évidemment que les gars ont pas envie d'aller faire ce concours-là puis de risquer de se blesser pour un concours de dunk qui est complètement insignifiant. Écoute, la seule façon que je vois de peut-être sauver le concours de dunk, puis c'est vraiment à très court terme, là, c'est peut-être 1 ou 2 ans de rester la formule, elle ne marchera plus, là. Tu frappes des gens dans la foule. Mais 4 personnes dans la foule, là, les amènes, laisse-les s'amuser, puis ils vont tous se péter à gueule l'un après l'autre. Ça va être un peu drôle, ça va être un peu divertissement, puis mais après 2 ans, c'est fini, après ça, ça ne marche plus. C'est fini. C'est tellement plate, ces concours-là, puis c'est fâcheux parce que, tu sais, je pense qu'il y a moyen qu'on mette, disons, des gars qui sont... Tu sais, imagine le mois demain matin, tu me donnes un concours de dunk, OK? Tu mets Anthony Edwards, tu mets John Morant, tu mets Shaedon Sharp, puis tu mets Giannis. Tu mets ces 4-là. Évidemment que là, je vais être là. Je veux dire, t'as une brochette de gars vraiment, vraiment cool, des super bons dunkers. Puis là, tu sais,
tu me demandes de regarder Jackson Hayes, puis 3 gars que j'ai aucune idée si les 3 autres gars par Jackson Hayes, je suis très sérieux, je n'avais jamais entendu ce nom-là de toute ma vie, OK? Tu sais, je comprends qu'on connaît pas, on ne sait pas autant de la NBA, là, mais sacrément, pour vrai, c'était des random player generators, là. Aucune idée, man. J'ai l'impression qu'Adam Silver a juste inventé des noms, puis bon, regarde, vas-y, même un chandail, puis vas-y, là. Je n'ai aucune idée c'est qui, ces gars-là. C'est ridicule, puis autre affaire aussi, tant qu'à être sur une montée de l'aile, là, je vais finir par sortir mon méchant, là. Veux-tu me dire, OK, dans quel monde le match des étoiles, le concours d'habileté, tout ça, le concours de dunk, là, à 7h du soir, c'est fini. C'est quoi ça? Dans quel monde on fait ça en fin d'après-midi, puis ça finit en début de soirée, puis il n'y a plus rien? T'as un samedi soir, il n'y a rien d'autre. Les Olympiques sont finis pour la journée, OK? Il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de baseball, il n'y a pas de football. C'est ton moment, là. La NBA, t'as jamais eu autant de vitrines dans le monde du sport nord-américain, OK? Puis tu finis ça à 7h du soir. Veux-tu même dire qui a pensé à ça? Quel planning de la LNH fait ça, on la ramasse pendant 3 semaines de temps. Là, la NBA fait ça. Ah, mais c'est correct. Ils font des petits jeux, ils s'amusent. Veux-tu même dire qui a pensé que c'était une bonne idée? C'est n'importe quoi. Ça finit à 7h. Hey, ça paraît que le public ciel, c'est rendu des personnes qui ont genre 70 ans pour être sûr qu'ils puissent l'écouter au problème avant de se coucher. Veux-tu même dire c'est quoi cette idée de cabochon-là? N'importe quoi. C'est quoi le pire, Félix, là-dedans? C'est que pour nous autres, c'est 7h. Mettons quelqu'un à Los Angeles, c'est 4h de l'après-midi. Ben, c'est déjà le match sur la côte ouest. Le concours de dunk est déjà fini. C'est dans le match sur la côte ouest. Oui, le match, il est sur la côte ouest. C'est où une Voilà, c'est ça. Fait que ça a fini à 4h. À 4h local, c'était fini. Hey, ça, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, chérie? Ah, pas grand-chose, je vais aller au match des étoiles. Quoi? C'est pas ça, c'est quoi? N'importe quoi? Au moins, au baseball, on peut boire de la bière comme on veut, manger des hot dogs puis avoir la paix pendant 2h30 de temps. T'as tapé un bon 9-9. T'as tapé un bon 9-9-9 dans une game de baseball. Hey, mais en plus de ça, ce qui était drôle aussi, c'est un truc qui nous a tellement fait sourciller aussi. Quand l'alignement, par contre, des joueurs qui allaient participer aux différents concours de cette fin de semaine-là, Félix a envoyé l'alignement quand la seconde que c'est sorti. Et il y a un nom quoi? Damian Lillard au concours de 3 points. Mesdames et messieurs, Damian Lillard, son dernier match qu'il a joué dans la NBA, il était au centre du plancher, assis parce qu'il venait de se déchirer un tendon d'Achille. Il savait très bien et sa saison était terminée et il ne joue pas de la saison. Et on est là ici en février, puis oh mon Dieu, ce qui a dû passer par une batterie de tests puis par une batterie de gens différents parce que honnêtement, là, je ne sais pas comment c'est passé. Et, il y a les Olympiques en ce moment. La grosse raison là, pourquoi ça fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de joueurs de la LNH aux Olympiques, c'est parce que groupe de proprios qui était ça ne tentait pas trop de revoir encore une situation où ton joueur de franchise, John Tavares, se blesse et sa saison se termine alors que tu essaies de faire une poussée en séries éliminatoires. Qui à Portland a approuvé ça? C'est quelqu'un qui s'en fait. En fait, Mion, je vais être honnête avec toi, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une approbation? Tu sais, Damian Lillard, c'est... Honnêtement, tu sais, il n'a pas annoncé sa retraite officiellement, mais officieusement, on ne le reverra jamais. Il y a des bonnes choses qu'on ne le revoit jamais jouer dans la NBA, là. Dans l'année prochaine, il va revenir. Mais moi, j'étais de la vie à pop pour de vrai, dans le sens que, bon, sans trop chavirer sur ce sujet-là, mais dans le sens que, bon, tu sais, c'est quoi, comme à 34 ans qu'il se blesse, 35 ans, il revient à 36 ans, il ne va pas rester grand-chose, mais bref, dans le sens que, Pop, toi, tu dis, c'est peut-être genre, quoi, la dernière fois qu'on voit Damian Lillard, genre, c'est au concours de 3 points? Ben oui, mais tu sais, en même temps, t'es comme... Tu sais, c'est pas comme si ça avait été un jeune de 26 ans que tu bâtis ton line-up autour, là. Damian Lillard et Udonis Haslem dans ces dernières années, on n'est pas tant loin d'un équivalent, là. Non, mais il y a quand même signé un contrat pour revenir. Je pense que son plan, ça reste de revenir au jeu. Oui,
son impact, qu'il se blesse ou non, d'après moi, le propriétaire, la seule chose qui va être piste un peu, c'est de donner de l'argent pour un rien. Ben, non, mais sur un basketball standard, ça va ramener du monde. Ouais, c'est ça. Oui, mais, tu sais, encore une fois, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Comme oui, il moyennait 25 points par game avec du 92 à la ligne de lancer franc, mais Kobe Bryant n'était plus le même après sa blessure au tendon d'Achille qui était environ aussi à cet âge-là. Là. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est juste le fait que ce soit Damian Lillard qui ait gagné. Pour moi, ça rajoute un côté divertissant parce que toutes les autres, vous êtes tellement as de vous être fait battre par un gars qui a quasiment plus de tendon dans le genou, ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Vous vous faites battre par ça? Pour vrai? Non, mais, écoute, tirer des 3 points, ça se fait sans tendon d'Achille. Non, mais il a déjà recommencé à tirer, puis bon, j'ai du temps qu'à faire, je vais aller tirer au match des étoiles, ça va être cool, puis tout, mais c'est vrai que c'était bizarre. Puis écoute, tu parlais de Kobe Bryant, je reviens vite là-dessus, là. Il y a quand même le fait qu'il faut souligner, la médecine a quand même progressé, puis à l'époque de Kobe, puis avant ça, une blessure au tendon d'Achille, c'était une sentence de mort. Synonyme à la fin d'une carrière. C'était une mort de carrière. C'était fini. Puis, sérieusement, depuis quelques années, on voit des gars revenir de ces blessures-là. Pas nécessairement toujours dans un état optimal. Là, je pense à disons, Aaron Rodgers, qui est clairement diminué depuis qu'il est revenu, mais lui, c'était un âge extrêmement avancé, là, encore plus que des minutes. Un peu fou. Mais, puis, tu sais, Rodgers n'a jamais été un gars aussi explosif que Lillard a besoin de l'être dans la NBA. Là. Fait tu sais, dans quel état Lillard va revenir, je sais pas, mais tu sais, ça reste un gars qui est capable de tirer du 3 points, on l'a bien vu, puis on va espérer que la médecine moderne soit capable de nous ramener un Damian Lillard qui est au moins compétent sur un terrain, qui est capable de faire vivre des bons moments, parce que ça reste un gars qui est tellement le fun à voir jouer quand il est en santé. Un gars qui a tellement une belle carrière, puis ce serait dommage qu'on se souvienne juste de lui comme le gars qui s'est déchiré le tendon d'Achille, puis il n'est jamais revenu. Tu sais, parallèlement, tu voyais Jason Tatum qui en haut marchait plus de bottes. J'ai fait une syncope quand j'ai vu ça. De voir jouer sur le court comme si rien n'était arrivé. Il aurait dû faire le dunk contest, il aurait dû faire le concours de dunk. Ça aurait été le fun. Ça, un gars qui a le tendon d'Achille, qui a plus de tendon d'Achille qui fait un concours de dunk. Tu veux ressusciter le concours de dunk, là? Fais ça avec tous les gars qui ont un tendon d'Achille déchiré, ok? Puis regarde, le premier que ça réexplose. C'est celui qui dure le plus longtemps sans que ça réexplose. Écoute, moi, je fais juste dire, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on a vu Lindsey Vonn, tout juste fraîchement d'un ciel, descendre une pente de ski à 150 plus km/h. OK, elle va avoir 4 opérations après ça. Ça a bien fini, hein? Elle a beau avoir 40 ans et plus et elle va avoir 4 opérations de plus à cause qu'elle a tenté le diable aux Olympiques. Mais moi, je veux juste dire qu'on a vu une fille dépasser la quarantaine descendre à 150 plus km/h sur un ACL fini. L'NBA, vous devez step up, là. Non, mais pour vrai, tu sais, je comprends. Un autre jeu construit. Je comprends, c'est les Olympiques. À ton âge, il y a beaucoup de fierté qui vient là-dedans. Puis, les gars, on n'est pas le 0,5 là, de skieurs que Lindsey Vonn est. Et même encore là, on peut aller dans les périodiques et dans les chiffres carrés qui brisent une calculatrice du pourcentage qu'on n'est pas de Lindsey Vonn en tant que skieuse. Mais il y a un autre dicton qui existe qui s'appelle F around and find out. Mon Dieu, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. OK. Toujours sur le sujet du basketball, bon, on sait les Raptors ont parti une méchante tendance avec Kawhi Leonard en 2018-2019 et c'était de reposer son joueur vedette contre différentes équipes, le load management, en d'autres mots, ou du moins les mots qui leur sont attribués. Le problème, c'est que la différence qui se passe en ce moment, les Raptors, c'était une équipe qui compétitionnait, c'est une équipe qui a gagné un championnat. Et puis là, on voit des équipes,
je pense, le cas qui a le fait le plus jaser avant qu'on parle possiblement d'une saison finie pour Jaren Jackson Jr., ben, c'est le Jazz de l'Utah qui est moisi encore parmi les pires équipes de la NBA et qui commence à reposer ses joueurs vedettes et de lancer la serviette. Puis on se dit, bon, c'est la nouvelle technique maintenant du tanking. Ben, on repose nos joueurs, ils sont fatigués, ils ont des petits bobos de ça. Ça fait que plus personne joue. Ça fait en sorte que tu as des équipes qui tankent. Et bon, là, du côté de la Ligue, on réplique. Et de quelle manière peut-on répliquer? C'est Joe Vardon qui nous sort ça, comme quoi Adam Silver et ses conseillers songent sérieusement, en citation, à abolir le repêchage et de faire des recrues qui sortent des circuits universitaires, des agents libres, si c'est la seule manière d'empêcher de tanker. Quelle manière, de quelle pire manière peut-on dire « OK, parfait, on va abolir le tanking, mais en y allant avec un libre marché néolibéral qui, by the way, est en train de mener à un lockout au baseball. » Hey man, écoute, tu sais quoi, je vais faire l'avocat du diable un tout petit peu, ok? Peut-être pendant 30 secondes, parce que je pense pas que je peux le faire plus longtemps que ça. Je comprends son point. Je comprends un peu où il veut en venir, ok? Dans un monde idéal, ça peut fonctionner, ok? Mettons que je me force, ça pourrait fonctionner, puis il y a une certaine logique. Est-ce que ça découragerait le tanking? Oui, c'est vrai, ça découragerait le tanking. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que tu as avantage de te reposer, puis à mettre une équipe de bombes sur le terrain juste pour remplir des chandails. Tu pas avantage à faire ça. Le problème. Faut que ce soit idéal. Exact. Le problème. L'NBA n'a pas le hard cap, là, le plafond salarial dur. Là, je ne sais pas quand tu serais ça, le plafond salarial dur, le strict, là, tu pas du tout dans la LNH. Tu arrives comme dans une situation de taxe de luxe et ça fait en sorte que des équipes qui ont plus de moyens financiers vont tout simplement pouvoir se permettre de dépenser plus d'argent. Ce à quoi on pourrait me dire, ouais, mais ils pourraient juste signer des contrats de recrues. Parfait, ça peut être ça. Est-ce que, sérieusement, quelqu'un ici va me convaincre qu'un top espoir, qui est un des meilleurs espoirs du prochain repêchage, disons qu'il signe avec le Lakers sur un contrat de recrue. Les Lakers, équipe nommée parfaitement par hasard ici, là, vraiment purement par hasard, OK? Et est-ce que tu penses qu'un deal de souliers avec une compagnie, ça vaut plus quand tu es un membre des Lakers ou quand tu es un membre, disons, des Wizards de Washington? Je me demande bien. Si tu veux vraiment t'assurer de tuer les petits marchés pour toujours, là, si tu veux que Portland ne soit plus jamais qu'à signer quelqu'un, que même Minnesota ne soit plus jamais qu'à signer quelqu'un, Toronto. Si tu veux que toutes ces équipes-là, Toronto, il y a quand même... Toronto aussi, non. Le facteur hiver à Toronto est encore puissant dans la NBA. Fair enough. Toronto serait quand même affecté. Même, Toronto a quand même de l'argent. C'est plus ça mon point. Mais si tu veux t'assurer de tuer ces petits marchés-là pour toujours, c'est une excellente idée. Parce que de toute façon, ce qui rend de l'argent, c'est les gros marchés. Si tu laisses cette règle-là, les Lakers vont avoir une équipe monstrueuse chaque année. Les Knicks vont avoir une équipe monstrueuse chaque année. Les Clippers vont probablement avoir une grosse équipe à chaque année. Golden State. Tu vois, les équipes comme les Golden State vont avoir des grosses équipes. Puis là, on va se ramasser dans un monde là, où ça va juste aller dans les gros marchés, ça va créer des dynasties. Les Lakers vont gagner 20 championnats de suite. C'est ça que tu veux. Vas-y fort, ça va soyez fonctionner. Mais là, imagine, disons que t'es vraiment juste pas une bonne équipe. Okay? T'es objectivement, t'es vraiment pas bon. Là. C'est pas que t'essaies de tanker, t'es juste pas bon. Mais là, comment tu veux possiblement convaincre des joueurs de dire, bon, gars, je sais que les Lakers t'offrent de l'argent avec leur grosse équipe puis avec les 7 meilleurs recrues de la NCAA, OK, là? Je sais qu'ils te font une offre, là, mais as-tu quand même pensé que tu pourrais jouer avec genre lui, là, qui aurait peut-être été un choix de deuxième ronde si on avait fait un repêchage cette année? C'est quand même pas rien, là. Veux-tu bien me dire comment tu veux essayer de convaincre cette équipe-là, puis ça va juste faire en sorte que tu vas te ramasser toujours dans le fin fond tu ne pourras jamais sortir de aucune façon de juste remonter là. Et autre affaire, qu'est-ce qui se passe avec des échanges de choix de repêchage? Je veux dire, comment tu veux qu'une équipe soit all-in, tu ne peux plus échanger des choix de repêchage parce que c'est une des plus belles façons de ça n'existe plus. En échangeant des choix. Ça n'existe pas, fait comment tu vas faire? Il faut juste que tu échanges des joueurs entre eux maintenant. Bonne chance d'essayer de trouver des bons fits là-dessus. Puis la dernière chose, j'avais déjà dit que ça m'a échappé, mais c'est, man, je comprends pas comment tu veux essayer de convaincre
que ça va fonctionner. Je mais- ne comprends juste pas. Non, mais attends un peu, Félix Pop, le contre-argument, il est très simple. Pourquoi ça va pas virer comme au baseball? Ben, c'est parce que la NBA a un cap salarial qui est respecté par toutes les N'importe Bien quoi, sûr. n'importe quoi. Je comprends qu'il y a le second apron et tout ça, mais moi, la question que je me pose, c'est, mettons, dans un scénario où Adam Silver veut aller là, OK? Puis il propose. J'imagine que ça doit être voté par les gouverneurs à quelque part, là. Ouais, ben, ce qui va arriver, les gros marchés vont voter oui, les petits marchés vont voter non. Ben, justement, OK, mettons les gros marchés, tu me dis, mettons, quoi? Les OK, deux marchés de Los Lakers, Angeles, Les deux Los Angeles, Golden Miami. State, Miami. les Knicks, Boston à la limite, puis Miami, puis les Bulls, mettons. Certes. Tu sais, il y a beaucoup plus de petits marchés que de gros marchés. Tu sais, il y a beaucoup plus de Memphis, Charlotte, New Orleans, Toronto, Minnesota. Tu sais, c'est plate à dire pour les dirigeants de la NBA, mais les petits marchés, un peu comme on peut voir un peu, moi j'aime ça faire le parallèle avec la JMQ, les petits marchés run les ligues. OK, pas au niveau financier puis au niveau influence, mais juste dans le poids démographique que tu as plus de petits moyens marchés que des Los Angeles ou des New York. Oui, OK, ils sont populaires, ils ont l'argent et tout ça, mais si tu vas là, puis finalement, mettons un scénario catastrophe, là. On fait ça, puis dans 10 ans, tu as 5, 6, 7 équipes. Là, on pousse vraiment à l'extrême, là, qui décident, ben, c'est quoi, on va plier bagages, puis on ne peut plus rien faire, puis tout ça, ou on passe continuellement à déménager. Ben, au final, si tu passes de 30 équipes à 25, c'est des revenus que tu n'as pas au niveau de la ligue. C'est pas des salaires que tu peux payer pour des gros joueurs. Fait qu'à un moment donné, je comprends l'idée d'anti-tanking, mais Adam Silver ne peut pas imposer ça sans que ça passe au bureau des gouverneurs. Là. J'ai retrouvé ce que j'allais dire. J'ai retrouvé, c'est. Si tu veux. Tu vois, tu sais quoi le meilleur exemple? Veux-tu une ligue où il n'y en a pas vraiment. Il y en a un peu, mais veux-tu une ligue où il n'y en a pas vraiment de tanking? La NFL. La NFL n'a pas vraiment. Il y en a, là, tu sais. Les Raiders ont vraiment tanké là, quand ils ont mis Max Crosby et Brock Bowers. Ça arrive, il y en a un petit peu. C'est extrêmement limité. Tu sais qu'est-ce qu'ils font la NFL pour le repêchage, là? Ben, t'es la pire équipe de la ligue. Ben, là, le premier choix. That's it. On passe au prochain. On peut-tu juste. Le concept de loterie et. Laisse-moi la loterie. Prends la loterie, là. Prends-la au bout de tes bras, là. Puis sac-moi ça au vidange. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Ah, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Parce que, mettons, là, t'es une équipe comme le Jazz ou les Wizards, là. Ben, non seulement t'as plus de loterie, la seule chose que t'as à faire, c'est de vraiment être mauvais. Tu sais, je repense, c'est-tu... C'est Détroit, je pense, c'est-tu les Pistons de Détroit dans la classe de Victor Wembanyama qui ont passé... Tu sais, les Hawks d'Atlanta qui gagnent la loterie il y a 2-3 ans, là. Tu sais, c'est une équipe qui tank pour vrai. Tu sais, il y a aucun... Pour moi, il n'y a aucun attrait à ce que la loterie soit enlevée parce que les pires équipes vont continuer de tank intentionnellement. Je l'ai. Je pense que je l'ai. Oh, il y a une solution. Je pense que je l'ai. Tu prends la loterie, t'as crissé encore au vidange. Je veux plus entendre parler de loterie. OK, toujours au vidange. Ça change pas. Mais, si t'es à 2 saisons de suite, mettons, là, t'as eu ton choix de première ronde, OK? Là, t'as eu, genre, le 5e choix, là. Puis, l'année d'après, là, t'as encore moins de 20 victoires, OK? T'as 2 années de suite avec moins de 20 victoires. Ben, la deuxième année, t'as pas ton choix de première ronde. Alors, tu le reprends l'année d'après. Mais comme ça, tu veux forcer les équipes à se botter le cul, ben, je veux dire, ils vont y aller. Il faut que t'en gagnes 20. Je m'en fous, t'as pas besoin de toutes les gagner. Tu peux être une équipe mauvaise gagner 20 matchs. C'est pas beaucoup 20 matchs, là, tu sais. Habituellement, là, si t'es pas capable de gagner 20 matchs sur 82, là, t'es sérieusement pathétique. OK, là? Puis si ça arrive, habituellement, t'as de l'argent à dépenser sur le marché de l'autonomie. Sinon, t'as vraiment pris les mauvaises décisions pour te rendre là, OK? Mais tu sais quoi? Je pense que c'est quand même un bon entre-deux de... Tu sais, ça donne pas grand-chose de tanker plus que ça, parce qu'il faut qu'une année sur 2, il faut que tu aies tes 20 victoires. Parce que si t'as pas 20 victoires, ben t'auras juste pas de choix. C'est fini. Ah non, t'en as 19. Ah, juste tout, ben, l'année prochaine, t'en auras un. Ou mettons, t'as une pénalité.
Ou tu fais comme la F1, tu mets une pénalité de 5 places, mettons. Ben là, tu reviens encore au même problème de ce ne sera pas les pires équipes qui vont avoir mais, ça va être difficile d'avoir ce talent. Mais je comprends, c'est pas fou non plus. Mais dans le monde parfait, dans un monde vraiment parfait, là, il faudrait prouver hors de tout doute que le tanking ne marche pas. Mais malheureusement, ça marche. C'est ça l'affaire. It is what it is. On a nommé les top 5 pointeurs de la Ligue nationale tantôt, tous des first overall picks qui ont changé. Ouais, mais les Pingouins, ils t'inquiètent pas. Ça, c'est, encore une fois, une conspiration de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai, mieux ce que tu dis. Quand tu dis que tu as repêché premier en 2003, deuxième en 2004, puis premier en 2005, puis troisième en 2006, là, non, c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai. Mais le tanking marche. Regardez, OK, là, vous me direz que tu sais, les Spurs de San Antonio, là, ils n'ont pas me dire qu'ils n'ont pas voulu tank pour Victor Wembanyama. Non, mais c'est ça. La face, c'est que là, oui, tu nous sors les exemples qui fonctionnent, mais check-nous des équipes comme justement. Hey, vous avez juste mentionné leur nom, puis je me suis mis à rire tout seul dans mon sous-sol parce que vous avez dit les Wizards de Washington. Les Wizards de Washington sont pathétiques depuis que John Wall est parti, puis ça se règle pas. Ils moississent toujours. Les Nets. Ils n'ont jamais repêché premier overall depuis John Wall non plus. Puis, tu sais, même là, les Nets qui ont tenté de s'acheter une équipe, check eux autres où ils sont en ce moment en train de moisir dans les bas-fonds aussi. Les Kings, c'est juste du monde qui l'équipe est mal runnée. C'est du monde. Je suis désolé, mais. Attends. Qui ici, il y a 3-4 ans, avait acheté le plan des Kings puis ils ont pensé que ça allait être enfin là qu'ils allaient s'en sortir? Tu sais, là, quand il y avait le beam et tout ça, tout le monde était hype. Moi, j'ai embarqué. Moi aussi. Mais tu sais quoi? Ils ont échangé Tyrese Haliburton et le reste, c'est de l'histoire. Ben non, mais même Tyrese Haliburton n'était déjà plus là. C'était dans l'équipe de Domantas Sabonis, mais dans le sens que il y avait quand même quelque chose, mais bon, l'organisation, eux autres, ont décidé que non, ça le fera plus. Mais tu sais, des équipes que eux autres, t'inquiète, ça fonctionne pas. Les Kings, les Pelicans, les Pelicans, ça joue un peu de malchance avec la santé de Zion, mais le Jazz, tu sais, c'est des équipes qui tankent, puis ils sont pas ressortis. Les Grizzlies nous ont donné, mettons, une excellente saison et demie de basketball, puis regarde, ils sont en train de démonter ça, puis ils ont de la misère à trouver une équipe qui veut de Ja Morant. Écoute, ce sont les autres cas d'équipes qui tankent, mais la NBA a un sale problème entre ses mains, parce qu'on va finir là-dessus, mais il y a eu, là, il y a 2 ans de ça, la limite du nombre de matchs que l'on peut jouer avant d'avoir un prix qui était de 65 matchs. Finalement, on n'a plus rien à chier de ça. Maintenant, ça veut juste plus jouer au basketball. Pour tanker. Il y a une culture aussi, mais dernier point, il y a une culture du load management, là, de la gestion de la charge de travail dans la NBA qui est pas aussi intense dans les autres sports. Puis, ça, c'est définitivement la première étape qui vient vers ton problème de tanking. Là. Si c'est normalisé dans ta ligue de prendre une soirée de congé parce que grosse semaine, ben c'est sûr que là, éventuellement, ça devient beaucoup plus facile de dire tu sais qu'on a toute une très grosse semaine, on va tous prendre une soirée de congé. Puis, du coup, on va tout prendre 9 semaines. Tu sais, c'est sûr, ça devient extrêmement facile. Là. T'as un pied dans la porte. Puis, tu sais, cette semaine aussi, on a vu des amendes qui ont été données au Jazz. Puis, je crois que c'était le Jazz, c'était la deuxième équipe. M'échappe, j'ai le Heat, mais c'est pas le Heat. Bref, peu importe, il y a 2 équipes qui ont été mises à l'amende. Le Jazz a été la principale équipe. Et ce qui était très, très drôle aussi, c'est qu'on parlait dans l'annonce des sanctions, on parlait des 2 matchs qui étaient visés pour le Jazz dans lesquels on les accusait d'avoir fait du tanking, on avait une amende à payer. Il y a quand même, effectivement, c'est sa journée de congé. Mais écoute, ce qui est fou quand même, c'est que dans les 2 matchs, parce qu'on a demandé au Jazz de payer l'amende parce qu'on a tanké, on a retiré des joueurs vedettes au 4e quart. Il y a un des 2 matchs, le Jazz a gagné. C'est le match contre les Heat. Cette équipe-là s'est fait accuser d'avoir tiré ses joueurs vedettes puis d'avoir tanké dans un match où on a gagné. Écoute, c'est le bordel. C'est complètement le bordel. Puis, tu sais, je comprends le Silver qui veut probablement juste comme essayer de donner essayer de monter sur ses grands chevaux puis essayer de décourager les équipes de tanker. Puis mais bonne chance pour changer cette culture-là. Parce que c'est vraiment bien implanté et puis c'est un bordel. C'est un bordel. Je vais juste faire un petit commentaire. C'est pourquoi la NBA en tant que telle a tellement cette culture-là et pas les autres ligues en Amérique du Nord.
Parce que c'est les joueurs qui rendent la ligue. Les joueurs ont effectivement beaucoup de pouvoir. La NFL, les joueurs en ont pas, puis la Ligue de même. Mais voilà, vous avez compris. C'est ça qui arrive quand les joueurs rendent trop le show. En fait, c'est un couteau à double tranchant. C'est aussi simple que ça. Puis les Raptors ont parti quelque chose aussi, mais D'ailleurs, j'ignorais que c'était les Raptors qui avaient starté ça. Moi, je ouais, pensais c'était avec Kawhi, Leonard. C'était un peu une joke au départ, mais bon, finalement, c'est plus trop une blague. Hein? Mais ouais, c'est ce qui se passait là-dessus. Dans d'autres nouvelles NBA, bon, Chris Paul qui a annoncé officiellement sa retraite, mais comme officiellement, dans le fond, parce qu'initialement, bon, il allait le faire à la fin de la saison et that's it. Mais bon, là, il y a son contrat qui a été envoyé chez les Raptors. Les Raptors ont dit, bah, tu sais quoi, déplace-toi pas. Il n'a pas vraiment trouvé de place pour aller jouer pour que ça peut être signifiant. Bon, tu sais quoi, fini. Donc, l'une des grandes carrières quand même de meneur, Chris Paul. On a d'ailleurs là, sur nos réseaux sociaux Jonathan Dussault qui a dit comme quoi là, devrait donner son cerveau à la science et que ça serait en fait un détriment au basketball en soi que ce gars-là ne soit pas entraîneur dans un futur rapproché, disons-le, parce que Chris Paul est quand même d'un âge mourant des meneurs qui sont essentiellement des passeurs en premier et ensuite des marqueurs de points. Tu sais, tes gars qui vont avoir un 15 points extrêmement solide, mais avec genre 10 passes. Ouais. Puis, et de petites stature en plus aussi. Tu sais où est-ce qu'il serait vraiment bon? C'est pas moi, coach. Il serait vraiment bon comme dirigeant. Parce que si il y a une affaire qui Chris Paul est vraiment bon pour faire, c'est de trouver des petites crosses dans le système. Comme il avait fait au match dans le concours de talent, où il avait réalisé qu'on s'en sac si tu le réussis ou pas, t'as 3 points. Fais juste pitcher les ballons vite, puis continue ton parcours après. Ce gars-là est incroyable pour trouver des petites manières de contourner, puis tout. Ce gars-là serait un excellent. Puis, tu sais quoi? Non, tu veux que la NBA règle son problème de tanking, là? La NBA, Adam Silver, appelle Chris Paul, dis, man, là, on a besoin de toi. Là, on est tanné, il essaie tout de nous fâcher, il essaie tout de trouver des techniques, là. Là, toi, j'ai besoin que t'es toi le plus intelligent, là. Donne-moi toutes les techniques qu'il pourrait trouver pour avoir trouve-moi une solution qui est infaillible. C'est ça qu'il faut qu'il fasse pour régler le problème de tanking. Responsable senior anti-tanking, Chris Paul. Mais ça sonne bien. Super. Il y avait encore la fois aussi où, à la ligne de lancer franc, il a signalé aux arbitres que le chandail de Karl Anthony Towns était pas dans ses shorts et qu'il s'est fait attribuer une faute technique pour ça. By the way, il y a eu une faute technique. Parce que son chandail n'était pas dans ses shorts. Donc, Chris Paul, effectivement, là, l'une des grandes carrières pour un point guard à 16,8 points par match et 9,2 passes décisives. A joué quand même 21 saisons, laissez-moi compter, là, 12 mentions, au match des étoiles, mais bien sûr, la seule chose qui n'a pas gagné, c'est le fameux championnat. Et la seule fois qu'il est allé en finale, les deux des meilleurs mimes en sont sortis. Chris Paul qui dit qu'il est accro au sentiment des finales, et l'autre, c'est le graphique comme quoi Chris Paul rentre un tir à 3 points et réduit l'écart à 42 points. Je pensais que tu allais m'amener au gars qui faisait Sons and Fire dans les estrades pendant qu'il train de se battre. Sons en 5, non, mais c'est le fun ça par contre, Sons en 5, mais non. Cette finale-là était C'était pas Sons en 4 même? Oui, c'était en 4, c'était contre les Nuggets, je pense. Je pense que c'était contre les Nuggets en plus. Non, c'est une 5. Non, c'est une 5. Une 5. Bah, écoute. Il y a Lakers in 5 par contre. Il y a Lakers in 5. T'as jamais une fille, mais tu me fais. Il y avait le Lakers in 5, ou du moins les fameux Lakers in 5 de Shannon Sharp. T'as raison, c'est une 4. Sons in 4. Sons in 4, Lakers in 5. On l'a. All right. Et puis bon, on parle des... On parle des Lakers. Finalement, on va finir notre segment basketball là-dessus. Mais LeBron James qui nous ressort une autre sortie mensuelle concernant ce qui va se passer pour la suite des choses. Il mentionne au podium durant cette fin de semaine des étoiles comme quoi il veut juste vivre. Laissez-le vivre. Quand il va le savoir, nous autres aussi, on va le savoir. Il n'en a aucune idée. Il veut juste vivre. C'est tout. YOLO. Félix, vite de même, t'en penses quoi? Il est incroyable de réussir quand même à se peinturer en victime dans tout ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est incroyable. C'est pour vrai,
C'est rendu du respect, parce que je sais pas comment... C'est vraiment impressionnant qu'ils réussissent quand même à se passer sur un victime là-dedans. C'est fou. Et voilà. Mio, j'avais vu la stat passer, mais je voulais juste aller vérifier au cas où si c'était vrai. Et boys, on parlait du meme que Chris Paul qui drain of threes pour réduire l'écart à 3 points. À 42. À 42. Savez-vous, c'est quoi son dernier panier dans toute sa carrière? Non. Un shot de 3 points qui réduisait l'écart à 33 points dans un match entre les Clippers et le Heat qui s'est fini par une victoire du Heat par 27 points. À Miami, et Chris Paul c'était le pas tout revenu. dernier panier de l'histoire de Chris Paul. Et il n'est pas revenu avec l'équipe. Parce que c'est là qu'il y a eu sa coupure, licenciement, renvoi à la maison. Avez-vous vu d'ailleurs les Clippers qui ont publié une petite vidéo pour le féliciter pour sa belle carrière et les commentaires sont exactement comme vous pouvez vous imaginer. Oh, mon vous Dieu. avez vraiment aucune honte. D'ailleurs, la statue Chris Paul à Toronto, c'est pour quand? Demain matin. Demain matin, je pense. On a déjà engagé un architecte, on a l'artiste là, qui dessine le projet. Tout est prêt, tout est là. On l'a avec un beau jersey des Raptors. OK, on va finir avec le baseball, messieurs, parce que on est dans la période. Là. On est dans la période d'agents libres et toutes ces affaires-là. Là. Mais bon, une petite nouvelle qui fait jaser. Nick Castellanos, qui passe au Padres de San Diego au salaire du minimum. Hein. On parle de restant de salaire impayé payé par les Phillies, pardon. Et ça revient un peu là aussi à cet incident là, de bière à Miami qui a avoué là, avoir fait finalement. Hey, c'est fou ça. Quel bordel quand même, non seulement Castellanos pour les Phillies, mais avant d'entrer là, dans Castellanos avec les Padres, Pop, que dire de cette saison morte des Phillies? Tu sais, on se dit, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans qu'on parle des Phillies, du moins depuis qu'on a ce podcast, et on se dit, vous savez quoi? Faut quand même les garder comme équipe favorite, oui, mais il faut faire attention. Par contre, il faut que ça arrive plus vite, plus tôt que tard, parce que c'est une équipe qui gagne en âge. Attention. Et quelle saison morte, pitoyable. Ben écoute, on parlait de choses qu'on a dit sur le podcast. C'est quoi qu'on disait il y a à peine quelques mois? Les Phillies, c'est maintenant ou jamais, là. Faites quelque chose, gagnez, parce que ce noyau-là va imploser. Faut croire que c'est jamais, hein? On sait jamais, t'as-tu vu faire? Je comprends que Bryce Harper est encore là. Je comprends que JT Realmuto est encore là. Je comprends que Kyle Schwarber aurait décidé de revenir à Philadelphie. Mais là, tu te ramasses et souvenons-nous de la façon dont les Phillies ont perdu contre les Dodgers au tout dernier jeu du match quand Orion Kerkering a eu une crampe au cerveau en lançant au marbre au lieu de aller chercher 3. Mais ça, à la grâce. Mais là, tu as JT Realmuto que tu ramènes que c'est peut-être plus le gars des dernières années. Tu sais, oui, il rend de bons services, mais c'est un peu ton plan B. Fait que tu t'es dit, sais-tu quoi, c'est notre plan B, on va sortir un peu plus d'argent pour le garder. Là, tu te dis, hey, on n'attend pas grand-chose de signer Beau Bichette. L'Est de la nationale est à nous autres. On est back. 2 heures plus tard, il vient de signer avec les Mets. Un rival de division, soit dit en passant. T'as Ranger Suarez, on s'y attendait. Je pense que l'équipe le savait déjà. On s'y attendait qu'il n'allait pas revenir avec les Phillies en 2026. Et là, qu'il s'en va signer avec les Red Sox de Boston. Je pense que c'est-tu Brandon Marsh aussi que tu laisses partir pour une autre équipe et que finalement tu te ramasses avec un trou au champ. Et finalement, tu as Nick Castellanos qui, comment je pourrais dire ça, qui est un peu une figure polarisante, un peu dans la fanbase de Philadelphie. Soit c'est ton joueur préféré de tous les temps ou tu le veux que ses valises soient... Tu vas aller faire ses valises pour lui-même pour qu'il déconcrisse du Citizens Bank Park, qui se ramasse à San Diego. Et là qu'on apprend que, hey, j'ai amené de la bière dans le dugout pendant le game, et là, c'est la foire qui part. Pour vrai, Philadelphie, là,
Vous vouliez pas de drame, là? Je pense qu'on peut dire Dommage. mission. Je pense qu'on peut dire mission échouée, là. Dommage! We fail. Il y a We'll du get it drama. next time. C'est fou, man. Puis, cette histoire-là, pour ceux qui n'ont pas suivi Castellanos, en gros, ce qui est arrivé, c'est que quand il s'est fait libérer, il a été contacté par un journaliste du coin de Philadelphie pour des commentaires au sujet de l'incident de Miami. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de sortir par lui-même pour expliquer sa version des faits. Ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est fait sortir d'un match je crois que c'était en 8e match, surtout en fin de match, pour une substitution défensive, ce qui est un classique. Castellanos n'est pas un bon choix défensif. Donc, on le remplace pour amener un meilleur joueur défensif que lui. Et Castellanos, qui est un gars de Miami, est vraiment fâché de ça. Il trouve complètement insulté parce qu'il trouve que ça n'a pas de bon sens. Fait il décide qu'il va se craquer une petite bière puis il va l'amener pour aller regarder la fin du match dans l'abri. Parce que lui, c'est un gars qui vient du coin de Miami. Fait qu'il se dit, bah, gars, je vais profiter de mes vacances, je ne suis pas pour jouer. Il y a 3 gars qui l'ont été, 2 petits coéquipiers, et Howie Kendrick, qui est un entraîneur pour les Phillies, qui l'ont immédiatement arrêté pour dire qu'est-ce que tu fais là. Ils lui ont enlevé des mains. Donc, ça a comme évité le pire, ça a permis d'étouffer l'incident sur le coup. Mais le soir même, il a rencontré son entraîneur, Rob Thompson, et Dave Dombrowski, qui est le président des opérations baseball. On s'est rencontrés, on a sorti le méchant tout le monde ensemble. Ça a recommencé. Mais bref, on sait Castellanos, qui est un gars qui était une figure polarisante. Et dans ce texte-là, justement, du journaliste de Philadelphie, le nom, malheureusement, m'échappe. Mais bref, ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est que Castellanos était devenu une figure très polarisante avec les Phillies. Commençait à avoir perdu tout respect pour son entraîneur. Ouais, ben, il a affirmé avoir perdu tout son respect son entraîneur parce que c'est pas un ancien joueur, fait qu'il comprend pas c'est quoi la réalité des joueurs. Et autre élément extrêmement intéressant qu'on apprend dans ce texte-là, au moment où est-ce que Castellanos a signé avec les Phillies, c'était en 2021, 2021-2022. Bref, la saison morte entre les deux, fait l'hiver 2021-2022, Castellanos signe avec les Phillies. Et ce qu'on apprend, c'est que ce que Castellanos voulait, c'était de signer un contrat à long terme avec les Marlins, qui, bon, évidemment, n'avaient pas une tonne d'argent à lui offrir. Et Castellanos voulait 100 millions de dollars. Fait que quand les Phillies ont offert ça, il a fait ça va être vraiment difficile pour moi de dire non. Et dans les heures suivant sa décision de signer, il a appelé son agence en les suppliant de trouver une autre équipe qui leur offrait 100 millions. Personne d'autre a voulu offrir 100 millions à Castellanos. Il a finalement pris l'offre des Phillies. Visiblement, jamais été trop heureux avec les Phillies. Fait que bref, d'après moi, cette histoire-là ne fera pas de lui un favori de la foule à Philadelphie, même si je pense qu'il y en a quand même qui vont lui rester loyal. Là, je sais. Mais c'est vraiment ça que je disais. Si t'es un fan de Nick Castellanos à Philadelphie, c'est genre, tu vas y excuser tout ce qu'il a fait parce que ce gars-là est drôle. Mais c'est une base de partisans qui est tellement intransigeante habituellement que je me demande comment on va réagir quand il va revenir à Philadelphie. J'ai vraiment hâte de voir. Je sais pas si on l'haït ou si on va y pardonner. J'ai aucune. Écoute, laisse au sac à surprise qu'est la ville de Philadelphie gérer tout ça et on va savoir ça. Puis, une autre petite nouvelle, là, Zach Gallen qui, a passé, on va dire, bonne majorité, là, ce n'est pas pour que quelques poussières de sa carrière, là, mais est un Diamondback de l'Arizona. Là, prolonge pour saison 2026 un contrat de 22 millions de dollars avec de l'argent différé sur un contrat d'1 an. Classique argent différé. Ouais, ben c'est... Tu sais, le tanking dans la NBA et l'argent différé dans la MLB, d'après moi, là, commence à trouver un équivalent, là. Écoute, le 22 millions que tu parlais, dans le fond, c'est le 22... En fait, c'est 22 millions et 25 000, qui est exactement le montant de l'offre qualificative que Zach Gallen a refusé au début de la saison morte. Ça faisait en sorte que le fait qu'il avait refusé cette offre qualificative-là faisait en sorte qu'il y avait, si une équipe le signait, le Diamondbacks, ça avait droit à un choix compensatoire. Et ça a vraiment un peu comme nuit au marché complètement de Gallen, que personne n'a vraiment voulu le ramasser et donner un choix pour lui, surtout qu'il venait de connaître une saison difficile. Donc, ça a fait en sorte que le retour en Arizona n'a jamais été complètement écarté, mais les Diamondbacks, avec 22 millions en argent clair pour 2026, c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire. Donc, on a décidé d'être créatif, trouver de l'argent différé. En gros, sur le 22 millions, c'est 14 millions sur les 22 qui vont être différés. Ça va faire énormément baisser la facture. On va tomber dans du 17-18 millions au lieu de payer 22. Fait que c'est
c'est déjà quand même une différence substantielle pour une équipe en Arizona qui a des gros contrats pour une équipe de petit marché qui n'a pas une tonne de moyens financiers. Mais c'est cool quand même de revoir Zach Gallen, qui est un morceau important de cette équipe-là dans sa course vers la Série mondiale en 2023. On ne l'avait pas remporté, mais on s'était rendu en Série mondiale. Et qui est un peu l'as lanceur de ce groupe-là depuis quelques années. Se joint quand même à une rotation qui va miser sur, en plus de lui, Merrill Kelly, Ryan Nelson, Eduardo Rodriguez et Brandon Pfaadt et Corbin Burns qui se remet d'une opération Tommy John et qui devrait revenir à quelque part durant la saison. Moi, je me demande juste c'est quelle version de Zach Gallen qu'on va avoir l'année prochaine. Est-ce que c'est vraiment le prove it deal que tu dis on recommence à revenir, on rentre dans la trentaine, oui, il y a eu 2 saisons, il a fini top 5 pour le Cy Young en 2022 puis 2023, mais 2024, finir avec 3,65 qui n'est pas si pire que ça, avec 14 victoires et 6 défaites. Mais l'année passée, ta moyenne n'a pas mérité quasiment à 5. Ouais. Ça serait pas le premier lanceur de qualité que les Diamondbacks auraient un downfall complètement spectaculaire. Ouais, c'est. Ouais, c'est pas Madison Bumgarner. Ouais, mais c'est aussi sur il y avait des enjeux de blessure l'an dernier. Ben oui, c'est sûr. Fait un Zach Gallen en santé reste un très, très bon lanceur, mais si ça reste un gars, évidemment, qui a des signes d'inquiétude à avoir à son sujet. À 22 millions, ça sonne fou à dire, mais dans le marché actuel des partants de la MLB, 22 millions, c'est une aubaine pour un gars qui peut être un bon lanceur. C'est Chris Bassett a 18 millions, puis c'est un gars qui est beaucoup moins bon que Zach Gallen. Fait que t'es dans... Et c'est 22 millions pour un partant. Depuis 2-3 ans, là, le marché a établi que c'est... Sans dire que c'est un bon prix, c'est presque un bon prix là, pour des partants. Basically, tu lances une balle à 97 000 à l'heure, tu es capable d'éviter de te donner des circuits, voilà 20 millions de dollars. That's it. Voilà. Puis même si t'en accordes un peu, c'est pas trop grave. Puis encore mieux si tu es béni par les jeunes comme moi en étant un gaucher. C'est gaucher. Voilà 45 millions. Moi, 6 mois, là, je lance une balle à 97 000 à l'heure, là, je vais faire 45 millions puis je vais payer le podcast jusqu'à la fin des jours. Puis tu sais quoi, Pop? Let's go! Tu sais quoi, Pop? En plus, en tant que lanceur, là, tu sais, t'as 31, tu peux lancer jusqu'à 41. C'est encore... même pas! C'est quoi le pire? Non, je pourrais pas lancer jusqu'à 41 parce que clairement, je vais me défaire un épaule 2 fois, je vais avoir des opérateurs. Sauf si je deviens un lanceur de balles papillon. OK, already. All right. C'est bien correct. OK, mesdames et messieurs, le tour ailleurs au baseball d'actualité. Bon, Jesus Sanchez qui est échangé aux Blue Jays contre Joey Loper-Fido. Et toujours chez les Blue Jays, on confirme qu'on perd les services du lanceur par ailleurs. Chris Bassett qui s'en va chez les Orioles de Baltimore, un contrat de 18 millions de dollars pour la saison. Mesdames et messieurs, avant qu'on se quitte, on a notre quiz du joueur de la semaine à vous partager. Donc, cette semaine, le joueur qu'on avait pour vous est un Olympien, parce que bon, à quoi bon être dans la saveur des Olympiques si ce n'est pas que de vous en proposer un. Alors, c'est quelqu'un qui porte les couleurs de la Slovaquie avec 3 buts lors des présents Jeux olympiques de 2026, ainsi que 6 points. Je pense pas que les gens vont s'en ronger les ongles quant à leur choix de réponse, mais Félix, de qui parle-t-on? Un certain joueur qu'on connaît bien à Montréal, un certain attaquant de puissance qui a mis Mikko Rantanen dans sa petite poche dans le duel, qui ont eu Juraj Slafkovský, qui a l'air d'un homme parmi des enfants depuis le début du tournoi, qu'on en parlait plus tôt dans le show. C'est extrêmement encourageant. On sait que Slav, depuis qu'il est arrivé à Montréal, a développé cette réputation-là d'être un joueur de deuxième moitié de saison. Et là, il va avoir le pouvoir de la force olympique avec lui. Je ne sais pas ça va être quoi Slav en deuxième moitié de saison, mais je pense qu'il est rendu là en bas de 3 points par match, ce serait décevant. Fait que, évidemment, j'exagère. Mais ça reste un gars qui, on le sait, excelle sur la scène internationale. Et s'il peut arriver avec un peu de confiance, déjà que ça allait très, très bien pour lui depuis quelques semaines, même quelques mois à Montréal, s'il peut bâtir là-dessus, arriver en confiance, je pense que Martin Saint-Louis, Kent Hughes et Jeff Gorton ne seront pas trop malheureux. Et je pense qu'Ivan Demidov, son compagnon de trio, ne sera vraiment pas malheureux de ça non plus, d'avoir un gars comme Slav. Surtout que lui, il va s'être reposé pendant 3 semaines, Demidov. Là. Je pense qu'il ne sera pas trop malheureux d'avoir un Slav en pleine confiance avec le mojo d'une vie
avec lui pour l'aider sur son trio. Moi, je fais juste dire... T'imagines le monde du Kazakhstan aujourd'hui qui voit Juraj Slafkovský jouer et dit « Hey, c'est quoi? On n'est pas jouer aux Olympiques, finalement. Je pense qu'on va s'en sortir. C'est correct. On l'avait déjà vu assez, là. On peut attendre ta côte il n'y a pas de problème. On l'avait déjà vu, c'est beau. All right. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce programme de la triple menace du 16 février 2026. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle qu'on est disponible sur réseaux sociaux, vraiment lequel de votre choix. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube aussi. On est là pour vous, ainsi que le groupe Facebook des Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez participer un petit peu avec nous à l'émission et jaser un petit peu de tout et de rien. Continuez le bon travail malgré les Olympiques. On sait que certains d'entre vous ont un petit écran qui traîne ou un petit iPad de plus que vous traînez à job avec vous pour écouter ça. Continuez, vous faites bien d'écouter tout ça. Alors, on va continuer à suivre les prouesses des athlètes d'ici aux Olympiques. D'ici là, mesdames et messieurs, écoutez, on se donne rendez-vous au prochain épisode de la Triple Menace la semaine prochaine. Bonne semaine.